je vous précise qu'on est en ligne et on va l'interroger dans un instant avec Philippe Schrek. Bonjour à vous, monsieur le député Bonjour. RN du Var. On tente de comprendre votre Bonjour. stratégie. C'est quoi pour vous l'intérêt, Antoine, du RN dans cette affaire de ne pas censurer maintenant? Alors l'intérêt, c'est que s'il y a une censure et donc une dissolution et donc de nouvelles élections, Marine Le Pen ne peut pas se présenter à ces élections législatives. Ça, c'est le premier point quand même. Je rappelle qu'elle a été déclarée inéligible lors d'un procès en première instance. Elle attend son procès en appel en 2026. Donc il y a quand même ce point-là. Après, le deuxième point, c'est de dire, et Sébastien Chenu, qui est porte-parole du RN, le disait, c'est qu'une censure là du gouvernement ne veut pas dire une abrogation de cette réforme des retraites et donc un retour à 62 ans. Donc ça, c'est un autre argument. Et puis, je rappelle que, on verra ce que nous dit monsieur Schrek dans quelques minutes, mais le parti est dans une stratégie de normalisation aussi. C'est-à-dire que là, s'il censure le gouvernement, ça rajoute de l'instabilité politique à ce pays qui en connaît déjà beaucoup. Et donc, cette stratégie dite de la cravate, de la normalisation, de la dédiabolisation, elle est un peu mise à mal. C'est de la stratégie, alors, Philippe Schrek, que vous êtes en train de mettre en œuvre, de la pure stratégie politique? Oui, bonjour, je reprends. Bonjour, merci de votre invitation. Je reprends les trois arguments explicatifs de votre intervenant, un par un, si vous le permettez. Premier, je suis en désaccord. C'est mal connaître Marine Le Pen que de considérer qu'elle mettrait son sort personnel et sa capacité, sa possibilité de se présenter à une élection législative dans la balance de son choix. Ce qui la guide, et nous, d'ARL, c'est ce que nous croyons être l'intérêt des Français. Le deuxième point, je suis d'accord, par contre, avec votre intervenant. Ce que nous souhaitons, c'est l'abrogation de cette réforme. Cette abrogation peut intervenir comment? Uniquement par une nouvelle loi qui corrigerait la loi qui nous a été imposée par 49.3. Donc, pour ce faire, il nous faut une nouvelle loi, et c'est pas la censure et la démission, entre guillemets, forcée de monsieur Bayrou qui changerait la loi. Ça, c'est une évidence. J'ajoute que nous, le 31 octobre dernier, nous avions proposé effectivement cette abrogation avec notre réforme des retraites, cette abrogation, et qui ne l'a pas voté naturellement, ce sont les socialistes qui aujourd'hui veulent censurer parce que le pouvoir n'est pas redonné au Parlement. Enfin, votre troisième argumentaire sur cette espèce de dédiabolisation ou stratégie de la cravate ne tient pas, parce que ça voudrait dire que le Parti socialiste aussi est dans la dédiabolisation. Certains d'eux, dont François Hollande, portent la cravate. Et puis, encore une fois, nous censurerons ce gouvernement si il mène des actions, notamment budgétaires, qui tondent les Français, qui aggravent leur situation, qui aggravent la compétitivité de nos entreprises. Ce sera le moment, et ce sera à lui de choisir dans ses choix budgétaires entre la facilité de l'impôt Donc vous mettez la pression. La difficulté de l'économie. Donc vous mettez la pression, vous dites attention à ce que vous allez faire pendant le budget. Vous êtes en train petit à petit de faire monter la pression sur le gouvernement. C'est ça votre stratégie alors? C'est pas nouveau. Et il suffit de regarder dans le rétroviseur il y a exactement 7 mois pour savoir que les questions budgétaires sont constitutives de lignes rouges qui sont constitutives de déclenchement de vote de censure de notre part. Nous ne sommes pas des snipers de la censure, nous n'en créons pas une tous les 4 matins comme l'extrême gauche, mais lorsqu'il y a une action qui nous semble incompatible avec le pouvoir d'achat des Français mise tellement à mal depuis le deuxième mandat d'Emmanuel Macron, ben oui, lorsque ces lignes sont déplacées, nous serons susceptibles de censurer. Ce sera la seule considération. Croyez-moi, il n'y en aura pas d'autre. Philippe Schrek, votre parti, le Rassemblement National et Marine Le Pen ont fait campagne encore lors des dernières législatives pour l'abrogation de cette réforme des retraites. Là, le fait de ne pas censurer le gouvernement justement sur la question des retraites, est-ce que c'est pas une trahison de vos électeurs qui sont majoritairement contre cette réforme Elisabeth Borne et ce départ à 64 ans? Et pas du tout, puisque si nous censurons le gouvernement, la situation et la loi sur les retraites demeurent strictement la même. Donc si, pour revenir aux 62 ans, il fallait censurer le gouvernement, il va de soi que nous le ferions. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. Cette censure n'aura aucun effet, aucune conséquence sur l'État et la législation sur la retraite des Français. Aucune. Donc, essayons de faire des choses utiles et non pas de faire des capsules pour ces réseaux sociaux comme vont le faire certains. Encore une fois, si les socialistes voulaient l'abrogation de la réforme des retraites qu'ils ont combattue,
tout en participant au gouvernement dans lequel figure Madame Borne quand même, eh bien, il leur suffisait de voter, lors de notre niche parlementaire, il leur suffisait de voter la loi que nous avions proposée. Ouais. On a du mal à suivre votre raisonnement quand même, parce que vous nous dites, bon, si on vote une censure, ça n'aura aucun effet sur la réforme des retraites, mais enfin, si vous la votez pas, vous êtes absolument certain de ne pas pouvoir agir, et puis dans ces conditions-là, pourquoi voter une censure à l'automne? Vous êtes en train de nous dire que finalement, vous ne le ferez pas non plus. Et si nous votons une censure à l'automne, c'est pour faire obstacle à des mesures budgétaires et fiscales. Donc, et derrière il y aura un point positif là-dessus. Encore une fois, la réforme des retraites ne sera possible. Et derrière, Monsieur Schreck. Et cette loi, elle sera au programme et au planning législatif en 2027, lorsque nous aurons la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il va de soi que nous respecterons les engagements auprès des Français et notre programme, et qu'en conséquence, cette réforme sera naturellement sur le bureau de l'Assemblée nationale. Mais Monsieur Schreck, je vous rappelle que seule une loi peut modifier une autre loi. Philippe Schreck, en fait, quand on vous écoute, on a l'impression que vous êtes finalement pour la réforme d'Elisabeth Borne. Enfin, il est pas très clair votre discours. On comprend, oui, s'il y a une censure, ça veut pas dire abrogation, d'accord. Mais quand on est vraiment contre une réforme, et cette réforme de 64 ans, on s'y oppose par tous les moyens, non ? Mais il me semble que vous m'avez pas bien écouté. On s'y opposait par tous les moyens, puisque le seul moyen, c'est la loi. Et dans notre niche parlementaire, nous avons proposé cette loi de réforme. Oui. C'est tous les autres groupes. Alors, le socle commun, je le comprends, ils sont d'accord, mais c'est tous les autres groupes d'opposition qui ont tourné le dos. Donc, me dites pas qu'on est pour la réforme de Madame Borne, puisque non seulement nous l'avons combattu, mais nous l'avons combattu à l'Assemblée nationale. Mais on se pose la question quand on entend Jean-Philippe Tanguy cette semaine, qui dit finalement, travailler plus, pourquoi pas? Écoutez. Il faut de la justice par le bas, avec les gens qui doivent partir plus tôt, mais par le haut aussi. Effectivement, on ne s'interdit pas quand même de demander à des gens qui ont des carrières faciles plus d'efforts. Oui, aussi. Par exemple plus d'efforts, c'est-à-dire j'ai entendu l'histoire de partir à 66 plutôt que 67 ans pour pas avoir des cotes. Je ne vois pas l'objet de cette idée qui vient de la CFDT. Moi, j'ai eu la chance et l'opportunité de faire des études. J'ai un métier qui ne me fait pas porter de charges lourdes ou psychologiquement n'est pas pénible. Je vois pas pourquoi je partirais à 66 ans sans décote. Et on est beaucoup en France dans ce cas-là. Vous répondez quoi à ça? Vous êtes sur la même ligne que Jean-Philippe Tanguy ici? Dit non à la décote. Attendez, pour des Français, c'est une différence énorme, une décote d'un an, même d'une demi-année, puisque c'est de ça dont il a été question à l'issue de ce conclave. Un passage à 66,5 au lieu de 67 ans pour un départ à la retraite à taux plein. Je ne sais pas trop ce qui résulte de ce conclave, puisqu'on va avoir le débriefing du conclave tout à l'heure avec le Premier ministre. Tout ce qu'on sait, c'est que, et on le savait dès le début, c'est qu'il n'y aurait pas de fumée blanche à l'issue de ce conclave. Ce que dit Jean-Philippe Tanguy, finalement, n'est pas nouveau dans notre programme. C'est la prise en compte de la pénibilité ou pas dans les carrières. C'est la prise en compte d'une carrière qui commence tôt et statistiquement qui est forcément pénible en termes physiques, en termes de santé, et cette pénibilité doit faire en sorte qu'on ne travaille pas plus de 40 années. Pour les autres carrières qui seraient non pénibles au sens de la santé, et encore une fois, il peut y avoir, chacun peut être en situation différente à l'aube, au crépuscule de sa carrière. On n'a jamais dit que tout était figé. Mais pour les carrières globalement pénibles qui ont commencé tôt, on ne peut pas faire supporter cet effort à ceux qui sont déjà usés par une vie de travail. Oui. On suit ce que vous dites, on essaye de suivre effectivement ce que vous êtes en train de nous expliquer. C'est vrai qu'il y a l'impression qu'il y a quand même une fracture qui est en train de se creuser dans votre parti entre ceux qui sont anti-système, parce que c'est aussi une partie c'est l'ADN de votre parti, et puis ceux qui veulent maintenant se faire bien voir, notamment des milieux d'affaires, dans le cas d'une victoire en 2027. Et Jean-Philippe Tanguy, lui, fait partie plutôt de ce courant-là. Vous n'avez pas peur de perdre l'identité de votre parti dans cette histoire, et puis aussi d'avoir un manque de cohérence peut-être vis-à-vis de vos électeurs? Non, nous avons une ligne politique, nous avons eu un programme politique, nous aurons un programme politique. Bon, ça va il constituera notre ligne. Vous dites parti anti-système, je suis un peu étonné. Moi, je suis député, je suis pas anti-système. Je me suis présenté aux élections. Je suis dans un système. Quand je perds un vote, je perds un vote. Quand j'ai en gagné un, je fais une proposition de loi ou un amendement. On n'est pas anti-système. C'est pas parce que on réprouve et on constate effectivement la faillite
dans laquelle les partis de gouvernement traditionnels, par alternance, ont plongé le pays dans tous les domaines, sans exception, qu'on est anti-système. Il n'y a pas de fracture. Enfin, je sais qu'il y a un petit peu une tendance à vouloir trouver des lézards ou des fractures là où elles ne sont pas. Je pense qu'au contraire, nous sommes la formation politique où nous sommes bien assis et bien en phase avec notre programme. Une réaction, Michel Noblecourt? Je crois qu'il y a quand même deux lignes qui sont en train de se présenter au Rassemblement national. Il y a la ligne de Marine Le Pen qui est toujours la ligne un peu flatter l'électorat populaire, répondre à ses attentes, reprendre des revendications syndicales, la ligne sociale. Et puis la ligne de Jordan Bardella qui est en train de chercher à séduire les milieux économiques, les entreprises. Donc on le voit bien. Donc effectivement, c'est deux orientations un peu différentes. Par ailleurs, il faut quand même rappeler que le Rassemblement national a parfois été un peu hésitant dans sa stratégie sur la retraite, puisque pendant un temps, il parlait même d'un retour à la retraite à 60 ans. Donc voilà, donc il y a effectivement un peu nécessité de clarifier les positions de ce parti qui, contrairement à ce que vient de dire votre député, n'est pas encore assuré d'avoir la majorité absolue en 2027 à l'Assemblée nationale. Oui, Philippe Schreck, j'avais une dernière question pour vous. Encore Jean-Philippe Tanguy, encore lui, désolé. Il a dit dans cette même interview, son jour viendra en parlant de François Bayrou. Donc ça veut dire qu'un jour, le Rassemblement national va censurer le gouvernement et donc le Premier ministre François Bayrou. C'est vraiment responsable comme type de réaction, ça, de déclaration, quand vous vous dites que vous êtes un parti qui peut gouverner, un parti de gouvernement? C'est quoi qui vous gêne, l'expression ou le fait que nous puissions censurer? Parce que si c'est le fait que nous puissions censurer, c'est une arme constitutionnelle, un moyen constitutionnel qui est le pendant du 49.3. Ouais, que vous ne voulez pas utiliser cette fois. On est plutôt responsable puisqu'on a fait l'objet de 25 49.3 en 3 ans et nous avons dû voter 3 ou 4 mentions de censure, pas plus. Donc encore une fois, il est irresponsable. Le fait de faire des menaces comme ça, de proférer des menaces, c'est du niveau de la classe politique française? On viendra, je veux dire, c'est pas une menace de mort, monsieur. C'est pas une menace de mort. Son jour politique viendra, bien entendu, un jour. Non, mais monsieur, un jour, effectivement, monsieur Bayrou probablement quittera l'Assemblée nationale ayant été censuré. Bon, effectivement, ça viendra. La question, c'est quand. On a compris que pour vous, ce sera plutôt à l'automne, parce qu'on n'imagine pas qu'il présente un budget qui vous satisfasse. Mais qui sait, on verra. Merci beaucoup Philippe Schreck d'avoir été en direct avec nous sur France Info. Le processus de censure est de toute façon lancé.